Bonjour à tous et bienvenue dans Smart Patrimoine. Smart Patrimoine, l'émission qui vous accompagne dans la gestion de vos finances personnelles, mais qui décrypte également avec vous les actualités et les enjeux du secteur de la gestion de patrimoine. Une émission tous les jours à 13h sur Bismart. Et au sommaire de cette édition, nous commencerons comme tous les lundis avec les clés de l'IMO, le rendez-vous dédié à l'investissement immobilier au sein de Smart Patrimoine. Et en l'occurrence, aujourd'hui, nous nous intéresserons à deux thématiques d'investissement immobilier. L'immobilier logistique dans un premier temps, mais également l'immobilier de commerce. Nous nous demanderons comment se comportent ces deux thématiques d'investissement dans le contexte actuel, un contexte d'accès à des financements un petit peu plus restreints peut-être, ou en tout cas un coût du financement un petit peu plus cher, ce qui pourrait induire, c'est ce que l'on peut attendre dans le résidentiel notamment, une baisse des prix dans certaines régions. Est-ce que c'est les mêmes, il se passe la même chose sur l'immobilier logistique ou encore l'immobilier de commerce? C'est une question que nous poserons dans un instant à Nicolas Verdillon, directeur investissement chez CBRE. Nous enchaînerons ensuite avec Enjeu Patrimoine, un enjeu patrimoine consacré cette fois-ci à l'investissement durable. Pour cela, nous aurons le plaisir de recevoir sur le plateau de Smart Patrimoine Yvan Chalet, le membre du directoire de la Nef, mais aussi Alexandre Garel, chercheur en finance chez Audencia Business School, ce qui nous permettra d'essayer de comprendre ensemble quels sont les blocages au développement de cet investissement durable, alors que, selon un sondage Ipsos publié par le Forum pour l'investissement responsable, une minorité d'épargnants en 2022 a entendu parler de l'investissement socialement responsable. Nous leur poserons toutes les questions dans un instant. Bienvenue à vous tous qui nous rejoignez. Smart Patrimoine, c'est parti. Comment se porte l'immobilier de logistique et l'immobilier de commerce dans le contexte actuel? C'est une question qui va nous animer aujourd'hui dans les clés de l'IMO, le rendez-vous immobilier de Smart Patrimoine. Et pour cela, nous avons le plaisir de recevoir sur le plateau Nicolas Verdillon, directeur investissement chez CBRE. Bonjour Nicolas Verdillon. Bonjour, merci de me recevoir. Merci à vous d'être sur le plateau de Smart Patrimoine. Alors, je le disais, on va parler d'immobilier logistique ou d'immobilier de commerce dans le contexte actuel. On va peut-être commencer par poser ce contexte parce qu'on traite souvent du marché immobilier dans cette émission. On en parle notamment via le prisme résidentiel où on constate un accès au financement parfois plus compliqué et en tout cas plus coûteux. Est-ce que c'est un contexte qu'on retrouve également quand on parle d'immobilier professionnel et plus particulièrement de logistique ou de commerce? Oui, tout à fait. Je vais rebondir sur votre introduction. Un immobilier plus coûteux, en tout cas de l'argent qui est plus coûteux. Bien sûr. Hein, et qui est plus coûteux à cause de l'inflation, on le sait tout ça. Et ça veut dire quoi? Ça veut dire, j'ai juste 2-3 chiffres qui me viennent en tête pour rendre la chose un peu plus pragmatique et puis tangible. C'est que le Ribor, c'est-à-dire le taux interbancaire en ce moment, ce matin, il était à 1,23%. 1,23%, c'est 1,8%, 180 points de base de plus que l'année dernière, même époque. D'accord. Ou 60 points de base, ou 0,6% de plus qu'il y a tout juste un mois. Hein, premier élément. Deuxième élément qui vient des augmentations des taux directeurs par les banques centrales et notamment la BCE. Bien sûr. Et puis parallèlement à cela, et ça je fais référence au coût d'emprunt sur lequel tout à l'heure je rebondissais, mais également à côté de ça, on a évidemment l'évolution des bons du Trésor à 10 ans. Bien sûr. Le Trésor à 10 ans, je regardais ce matin, il est à 2,85, hier il était à 3%. Oui, on est même face à un crack obligataire en France, en Europe et même aux États-Unis. Oui, complètement. De ça, c'est quoi? C'est que on était à 1,30 fin juillet, début août, là on est à 2,85. Ça veut dire, que, et c'est là où je reviens, parce qu'il faut remettre ça dans son contexte, c'est ça coûte plus cher pour emprunter, donc on a du mal à emprunter, il faut couvrir un taux, et puis 2, l'effet de levier est moindre, et derrière, on a dans l'immobilier, quelle que soit la classe d'actifs, eh bien cette prime de risque avec le bon du Trésor. Eh bien cette prime de risque, si le bon du Trésor il augmente, et vous étiez à un taux, mettons, de 3%, mettons qu'on a 3%, il n'y a plus de prime de risque. Donc mécaniquement, il faut qu'il y ait une décompression des taux, donc une baisse de valeur. Donc on est dans un environnement en ce moment où il y a un ajustement entre acquéreurs-vendeurs, où on se demande quel sera l'atterrissage, vers quel niveau de coût de l'argent on va atterrir, parce que l'argent est là. Bien sûr, oui. Et donc l'argent est là, mais l'argent coûte plus cher, donc mécaniquement ça amène une baisse de valeur sur le marché immobilier, c'est ça? Exactement. Au sens large. De manière mathématique, c'est le premier, mais en même temps, il y a un moment d'incertitude. Ce moment d'incertitude, c'est quoi? C'est à quel niveau il va y avoir un atterrissage, parce qu'il y a une cloche, puis ça va s'atterrir forcément, et 2, selon quel calendrier. D'accord, parce que qui dit baisse de valeur dit, donc vous l'avez dit, ajustement entre l'offre et la demande, et c'est là où on ne sait pas comment ça va s'ajuster et sur combien de temps ça va s'ajuster, c'est ça? On va revenir tout à l'heure sur les niveaux d'ajustement qu'il y a en ce moment, mais je rebondis sur votre question tout à l'heure, c'est comment dans ce cadre-là, dans ce sous-jacent,
réagissent la partie logistique et la partie immobilier de commerce. Alors, ouais. vous avez noté la partie résidentielle, il y a aussi la partie bureau. Bien sûr. Bureau, on va pas revenir dessus, mais c'est vrai que les nouvelles méthodes de travail questionnent. Donc, bien sûr, ils sont chahutés, hein, c'est sûr. La partie logistique, ce qu'il faut voir, c'est que le sous-jacent de la logistique en ce moment, hein, je vais vous donner 2 chiffres. Il y a de ça 7-8 ans, le niveau de la prise en location des logisticiens, des transporteurs, des chargeurs, c'était à peu près 2,5 millions par an de mètres carrés. D'accord. En ce moment, on est plutôt à 4,5 millions. Ah oui, donc on a doublé presque. D'accord. Pourquoi E-commerce. Et voilà. Donc ça veut dire quoi? Déjà, ok, on a un environnement financier chahuté, mais on a un environnement de sous-jacent qui est tout à fait qualitatif, parce qu'on voit bien que l'e-commerce, maintenant, c'est 15% de la consommation en France. C'est quasiment 30% au UK, en Grande-Bretagne. Donc il y a encore un peu d'espérance. Donc pas de crainte sur la logistique, c'est ça qui... Alors, pas de crainte sur la logistique, mais en même temps, il faut regarder ça avec finesse. D'accord, oui. Hein, c'est peut-être un petit peu plus complexe que ça, oui, c'est ça. Ça veut dire que ces volumes, maintenant, il y a à peu près à 4,5 millions de mètres carrés loués en logistique chaque année en France. Mais on voit bien qu'il y a, même s'il y a très très bons résultats au début de l'année, on était à peu près à 2 millions quasiment à l'été, on va encore atterrir à 4 millions et demi à la fin de l'année, mais on voit bien qu'il y a un ralentissement. Un ralentissement pour 2 raisons. La première, c'est que l'inflation, la consommation, même via l'e-commerce, on commence un peu à se poser des questions, une récession probable. Pas certaine, mais bon. Donc il y a le moral des ménages, ça tient aussi pour le commerce. Il y a quand même un certain ralentissement de la demande, légèrement perspective, mais un petit peu en logistique. D'accord. Le deuxième point, c'est que, et là c'est l'offre, parce que cette logistique, c'est quoi? C'est pas 5 000 m², c'est pas 10 000 m², ce sont des 50 000, 80 000, 100 000 m². Oui, bien sûr. XXL. Il faut trouver de la place. Et là, on est confronté à ce qu'on appelle un taux de vacances, un taux de surface libre qui est très faible en France, qui est 3,6%. D'accord, donc ce qui veut dire que tous les entrepôts sont loués aujourd'hui en France. Dans la région Rhône-Alpes, c'est 0% quasiment. Dans la région d'Hauts-de-France, pour diverses raisons, c'est 7%. D'accord. Donc c'est très faible. Donc quand vous cherchez des entrepôts pour louer et faire la distribution logistique, plein d'autres choses liées au e-commerce notamment, vous avez très peu d'offres. Le résultat, c'est quoi? Et ça, c'est le point fort. Pour un investisseur, c'est là où je veux en venir. Bien sûr, oui. C'est que, en dehors du fait qu'on ne peut plus construire plus qu'il n'y en a, à cause des, on va dire, la pression logistique, la pression écologique, la pression politique, tout ce qui est les zones, la zéro artificialisation nette, etc., on ne va pas avoir beaucoup plus que ce qu'on a en ce moment. Donc on ne pourra pas investir dans de nouveaux projets, c'est ça? Dans des nouveaux, non, ou très peu. Donc, pression de l'offre, de la demande supérieure à l'offre, résultat, les loyers augmentent. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que même si on voit bien, on anticipe bien une baisse de la pression de la demande locative parce qu'il y a un peu de tension sur la partie purement besoin via l'e-commerce, de manière ponctuelle. On voit bien que même s'il y avait cette baisse, on aura toujours une augmentation, peut-être un peu plus lente, des valeurs locatives. Et ça, que vous êtes investisseur, c'est très bon. Pour bien comprendre, donc effectivement, parce que là, vous avez mentionné le sujet inflationniste, donc là, on est aux alentours de 6% en France, si on regarde les chiffres du mois d'août notamment. Est-ce que ça veut dire que du fait qu'on a ce sujet offre-demande sur la logistique, on a cette capacité de répercuter, par exemple, l'inflation sur les prix de location qu'on n'aurait pas forcément sur d'autres secteurs Ça suit, en tout cas, la logistique, de toute façon, comme dans l'ensemble des mobiliers, généralement, les baux, vous avez un loyer indexé. Oui, tant que le client peut payer. Alors, ça, c'est vrai. C'est encore plus vrai, comme on le verra tout à l'heure, sur la partie commerce. D'accord. Mais juste pour terminer sur la logistique, pour rebondir sur votre propos tout à l'heure, et mon introduction aussi, c'est qu'il y a quand même une correction de prix. D'accord. Et que les volumes en investissement sont extrêmement encore pertinents et solides. On était quasiment à l'été, ou un peu plus, quasi un peu plus de 3 milliards d'euros investis en logistique. C'est-à-dire qu'on va être, grosso modo, à 6 milliards. C'est globalement des chiffres qui représentent entre 20 et 25% des volumes globaux investis dans l'immobilier d'entreprise en France chaque année. C'est énorme. Et ça va un peu diminuer parce que, justement, je reviens à mon propos initial, il y a une correction de prix, il y a des ajustements qui prennent un peu de temps. D'accord. Donc, on ne se précipite pas, on renégocie. Et nous, les ajustements de prix qu'on voit, c'est entre 15, 20, 25% depuis le début de l'été, fin du printemps. Avant de passer à l'immobilier de commerce, donc là, effectivement, on comprend que cette année 2022, globalement, n'est pas en péril pour l'immobilier logistique. Est-ce que 2023, pour le coup, ça s'annonce plus compliqué? Il y aura une baisse des volumes parce que cet ajustement, ce momentum d'incertitude fait que on perd la fluidité. Vous avez, quand je dis ajustement, il y a des accords entre acheteurs et vendeurs. Oui, bien sûr. Très schizophrène. Donc à ce moment-là, les volumes vont baisser, mais il y aura toujours la pression de l'equity, du capital, parce qu'elle est là. Et on sait bien que, même sur le problème de prix, d'adéquation, on sait bien que l'inflation, l'une des meilleures barrières, c'est l'immobilier. Et puis en plus,
tous ces acteurs, ce sont des acteurs long terme. Donc on va passer la cloche. Alors, j'embraye avec le commerce pour qu'on ait le temps de le traiter également. Alors, l'immobilier de commerce, dans le contexte actuel, est-ce que la situation est un petit peu plus compliquée? C'est sûr que quand on est commerçant et qu'on doit appliquer 6% d'inflation sur tous ces produits, déjà c'est compliqué à faire comprendre à son client final. Et de l'autre côté, du coup, si on n'arrive pas à augmenter ses prix, on n'a pas forcément envie de voir son loyer augmenter de 6%. Donc la situation doit être un peu différente. C'est vrai que la situation est plus complexe. En tout cas, on rajoute un paramètre, qui est le paramètre du taux d'effort encore plus criant sur le commerce pour une enseigne que sur un occupant logistique. Cela étant, je vais rebondir encore sur la logistique pour le commerce. C'est que le commerce, avec les 15% en e-commerce, qu'est-ce qui s'était passé avant la pandémie? Il y avait eu une correction des prix déjà. D'accord. Le modèle de consommation n'était plus les mêmes, donc les investisseurs et même les enseignes, le commerce physique avait baissé. Donc il y avait une première correction. On se prend la pandémie, permettez-moi de parler comme ça. Bien sûr. Et bien on recorrige une deuxième fois. On a bien vu les oui, parce que d'un coup d'un seul, à part l'alimentaire, effectivement, plein de commerces ont été fermés. Donc finalement, on se retrouve, quand on parle de correction de prix d'ajustement, sur la partie retail, on va dire que ça a déjà eu lieu en partie. Et quand on est investisseur, finalement, on s'aperçoit que finalement, les corrections de prix déjà faites, on est un petit peu en avance de ce côté-là. Et puis en parallèle, pour rejoindre, on va dire, la pression, quand j'écoute l'ensemble des foncières cotées, qui ont des grands centres commerciaux régionaux, je veux dire, ils sont ravis, les chiffres à l'appui, ils montrent que les taux de fréquentation sont revenus au même niveau que 2019. Et dans les grandes villes, dans le centre des grandes villes, que ce soit les grands axes type Rivoli ou autres, ou les axes un peu plus luxueux, ou tout ce qui est proximité, on voit bien que les taux de vacances sont en train de baisser, que la fréquentation est revenue. D'accord. Le télétravail fait qu'il y a quelques grands axes autour des bureaux où là c'est peut-être moins criant, mais globalement ça va mieux. On pourrait même dire que ça aurait encore été mieux si les problèmes de livraison et d'approvisionnement type la supply chain et en parallèle les interrogations sur l'inflation n'avaient pas mis un peu de frein à la consommation. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que contrairement à d'autres typologies d'actifs dans le commerce, vu qu'il y a déjà eu une correction sur les prix, le contexte actuel ne va pas en créer une nouvelle, c'est ça? Alors, là, je caricature un peu trop, peut-être. En plus, c'est difficile. On essaye de se projeter, mais bien sûr. Quoi? Ça veut dire qu'on a à la fois des corrections de prix qui avaient déjà eu lieu, une baisse de niveau locatif, donc un taux d'effort moins fort pour les enseignes par rapport à la réadaptation, par rapport au nouveau mode de consommation. Les investisseurs avaient revu à la hausse donc les primes de risque par rapport à l'OAT. Donc on a, on va dire effectivement, pour votre sens, une sorte de marge ou de matelas d'amortisseur. D'accord, plus je comprends. La fréquentation et la consommation qui revient, pas au niveau 2019 globalement, mais quand même qui est là. Donc quand on regarde tout ça, finalement, c'est pas si mauvais. Et on voit bien à travers les chiffres, on voit bien à travers les chiffres d'investissement, où au moment de l'été, on était à un peu plus de 3 milliards investis. 3 milliards investis, c'est à remettre, on va faire à peu près 5 milliards à la fin de l'année par rapport aux 4 milliards l'année dernière ou 6 milliards avant. Ça reste des chiffres qui vont être représentés à peu près 20%. Donc pour faire du retail bashing, si certains le faisaient, comme difficile avec des chiffres pareils de dire il y a du retail bashing. Donc finalement, le retail repart pas si mal. Mais. Et on finira là-dessus, oui. Voilà, il va y avoir l'effet qui se coule. C'est effectivement, si récession il y a, avec l'inflation, taux d'effort des enseignes plus important. Donc les mesures d'accompagnement bien sûr, et en tant qu'investisseur, vous dites si la consommation moins de rendement, risque sur les donc attention. Et là aussi pareil, comme toutes les classes d'actifs, il va y avoir un ralentissement des transactions avec une correction de prix, mais qui sera moindre dans le commerce. Merci beaucoup Nicolas Verdillon d'être venu sur le plateau de Smart Patrimoine. Je rappelle que vous êtes directeur investissement chez CBRE. Merci beaucoup. Merci de votre invitation. Merci à vous de nous avoir suivis. On se retrouve tout de suite dans Enjeu Patrimoine. Comment développer l'investissement durable? Vaste question que nous allons tenter de traiter à présent en une quinzaine de minutes dans Enjeu Patrimoine. Et pour cela, nous avons le plaisir de recevoir sur le plateau de Smart Patrimoine 2 experts sur le sujet. Alexandre Garel, tout d'abord, chercheur en finance chez Audencia Business School. Bonjour Alexandre Garel. Bonjour. Vous avez mené plusieurs études sur le sujet de l'investissement durable et notamment sur l'aspect comportemental en lien avec les choix d'investissement durable. On va y revenir dans un instant lors de cette discussion. Mais avant ça, nous avons le plaisir d'accueillir également Yvan Chaleil, membre du directoire de la Nef. Bonjour Yvan Chaleil. Bonjour. On échangeait juste avant cette émission, je vous demandais depuis quand existait la Nef et vous me répondiez depuis 1988, si je ne dis pas de bêtises, c'est ça. Donc c'est la Nef qui propose notamment un livret d'épargne, ce qu'on pourrait définir comme le circuit court de l'investissement, c'est-à-dire que vous investissez directement dans des projets, c'est ça? Oui, tout à fait. Ça fait 35 ans qu'on fait ce qu'on pourrait appeler de la vraie intermédiation bancaire ou de la banque à l'ancienne, c'est-à-dire qu'on collecte de l'épargne auprès des citoyens, majoritairement les particuliers. Et avec cette épargne, on finance directement par du crédit
des projets, sauf que la petite différence, mais qui est énorme au niveau de la nef, elle est de 2 ordres. La première, c'est qu'on le fait en toute transparence. D'accord, on va y revenir sur le sujet de transparence. Voilà, chaque épargnant sait ce qui est fait de son argent. Et la deuxième, c'est l'exclusivité des financements, c'est-à-dire que nous n'accordons des crédits qu'à des entreprises ou des collectivités ou des porteurs de projets qui financent, qui veulent une plus-value sociale ou environnementale ou culturelle dans leurs projets, et donc qui sont porteurs d'un sens qu'on veut voir pour la société. Et vous ne financez que ça? On ne finance que ça. Vous êtes donc la personne toute indiquée pour nous expliquer comment développer l'investissement durable, parce que j'ai sous les yeux un sondage qui a été réalisé par Ipsos, donc pour le forum, publié par le Forum pour l'investissement responsable, qui constate qu'une minorité d'épargnants ont entendu parler de l'investissement socialement responsable. Seulement 11% des épargnants en ont entendu parler et 7% seulement investis dans des fonds ISR. Alors, fonds ISR, effectivement, c'est au sens large. Moi, ça me paraît particulièrement peu vis-à-vis des discussions que je peux avoir avec des professionnels de la finance dont on a l'impression que, pour le coup, l'ISR est le sujet du moment. Alexandre Garrel, on va peut-être commencer avec vous. Ça vous étonne que aussi peu d'épargnants soient au courant de ce que c'est que l'investissement socialement responsable ? Oui, ça m'étonne. Il faudrait voir les mots utilisés, puisque peut-être si on parle de fonds verts, ça serait plus évocateur qu'un fonds socialement responsable. D'accord. Et je pense que ça recoupe 3 problèmes de l'industrie, qui sont la lisibilité des offres, la fiabilité de ces offres et leur efficacité. D'accord. Je pense qu'on aura l'occasion d'en débattre, mais ce qui peut expliquer que les épargnants ne les regardent pas ou ne les connaissent pas. Donc lisibilité, viabilité et efficacité, c'est ça ? C'est ça. C'est ça. C'est ce que vous partagez également, Yvan Chalaï ? Oui, je pense qu'il y a vraiment un sujet, c'est qu'une fois qu'on tombe sur ce genre d'offres, on trouve ça évidemment génial. D'accord. Mais pourquoi j'y ai pas pensé plus tôt ? Mon épargne peut enfin servir à quelque chose et j'ai de la visibilité sur celle-ci. La question, qui est sûrement le débat d'aujourd'hui, c'est comment on amène ces citoyens qui sont aujourd'hui dans leur banque, on va dire classique, qui, elles, proposent des produits assez classiques, comment on les amène à faire ce pas de côté. Et évidemment, il y a beaucoup moins d'efficacité en termes de communication quand on est des petits acteurs qui faisons de l'investissement durable que quand on est des majors, comme on appelle ça, de la banque et de l'investissement qui sont plutôt sur des actifs beaucoup plus classiques, même si on a tendance à les verdir aujourd'hui. Ah, mais donc du coup, il y a quand même une tendance à verdir. Alors, tout dépend ce que vous entendez par verdir, mais il y a quand même une tendance globalement à proposer de plus en plus d'investissements responsables. Il y a même un aspect réglementaire qui rentre en compte aussi, où maintenant on va demander aux gens leur appétence en matière d'investissement responsable. Tout à fait. Il y a de plus en plus de réglementations qui s'appliquent, mais la réglementation n'est pas toujours très, très contraignante. Ça, c'est un premier point. En tout cas, c'est mon avis. Et ensuite, dans ce que l'on appelle, et là je rejoins ce que disait Alexandre Garrel à l'instant, dans ce que l'on appelle l'ISR ou l'investissement vert, il y a beaucoup de choses. Et il y a notamment des fonds qui se sont développés sur les 10-20 dernières années qui s'appellent fonds responsables et qui sont des fonds 90-10, comme on les appelle aujourd'hui. C'est-à-dire qu'en fait, 100% du fonds est appelé responsable, sauf qu'il n'y a qu'une poche très réduite qui est effectivement investi dans des entreprises solidaires. D'accord. Le reste est investi dans les entreprises les plus classiques du monde. Et on appelle ça un fonds responsable. Donc c'est, je pense, toute cette question de pédagogie et de transparence qui manque aussi, que nous on utilise, mais nous on touche 100 000 ou 150 000 personnes. Et qu'il faudrait peut-être ceux qui touchent des millions utilisent un peu plus. Donc ça veut dire quoi ? Ça veut dire qu'il y a un sujet de transparence et un sujet de compréhension, c'est-à-dire que quand on veut faire de l'investissement responsable, et que je prends souvent cet exemple d'ailleurs dans l'émission, quand on veut faire de l'investissement à impact, notamment sur un sujet environnemental, que ce soit bien réorienté vers le bon investissement. Et c'est là où le bas blesse aujourd'hui, Alexandre ? C'est exactement ça, c'est ce que j'appelle la lisibilité. Aujourd'hui, sous le pavillon de l'investissement socialement responsable, on a une multitude d'approches. On a des fonds diversifiés qui sont très proches des indices de référence, avec une surpondération à la marge de certaines actions. On a des fonds qui pratiquent l'exclusion, donc là on peut être protégé partiellement du risque fossile en l'excluant, mais ça c'est l'effet qu'on doit rechercher. Il y a des fonds vraiment solidaires où on va créer un bénéfice pour des employés, un bénéfice pour l'environnement, peut-être à condition d'un moindre rendement. On peut financer des projets verts via des obligations. On a aussi... Oui, mais donc déjà, là, on ne sait plus quoi choisir. Voilà, on peut financer l'innovation verte avec du risque, du capital risque, donc une vraie prise de risque, par exemple, pour financer des clean tech. Donc on a, sous ce pavillon de l'ISR, on a une multitude d'approches qui répondent à des besoins de financement différents et des pratiques de portefeuille différentes. Vous allez avoir un risque différent, un rendement attendu différent.
Donc c'est ça la problématique, c'est que sous ce pavillon, on a une multitude d'approches. Mais donc si je comprends bien ce que vous nous dites, c'est que aujourd'hui, pour faire en tant qu'épargnant, pour faire de l'investissement responsable ou durable ou à impact, parce que les définitions ne sont pas exactement les mêmes en 2022, il faut presque s'y connaître beaucoup en finance avant de pouvoir commencer à faire de l'investissement responsable, Yvan Chaleil? Alors, en tout cas, j'aimerais ne pas répondre oui à votre question, mais je pense que la réponse est quand même plutôt oui. Mais par contre, c'est vraiment le rôle de chacun d'être vraiment dans cette notion de pédagogie, parce qu'avec un minimum de pédagogie, en expliquant que la finance, elle n'est pas réservée qu'à un microcosme de personnes connaissant les anglicismes et les choses comme ça, à partir du moment où on essaye de démocratiser ça, on rend beaucoup plus compréhensible ces différentes approches. Et j'ajouterais un petit point qui n'est pas abordé là encore, mais il me semble qu'il faut aussi, et en tout cas nous, c'est notre rôle à la Nef, essayer aussi d'être dans une forme un petit peu de radicalité aussi dans le message. C'est-à-dire que je pense que si on veut continuer avec exactement les mêmes schémas qui gouvernent depuis des dizaines d'années, tout en se disant qu'on peut avoir les mêmes TRI, la même façon d'aborder les choses, mais qu'en plus ce soit ouvert, moi je dis que c'est pas possible. Je pense que c'est de la poudre aux yeux. Il y a un moment où il faut être capable d'accepter un rendement extra-financier, c'est-à-dire le plaisir et l'intérêt de savoir ce qui a été fait de son argent, même si la rémunération financière elle est un peu plus limitée. Il faut être capable d'accepter ça. Et si on accepte ça, du coup ça ouvre beaucoup de portes en fait. Voilà. Mais je pense qu'aujourd'hui on est un petit peu bloqué parce que c'est plutôt les acteurs classiques qui nous mettent un petit peu de verre, donc c'est ce qu'on appelle le greenwashing aujourd'hui quand même pour beaucoup, en tout cas c'est mon avis, et qui font passer ça pour l'investissement vert et qui promettent quand même 8, 10, 12 ou 15% de TRI. Mais ça veut dire, justement je rebondis sur le sujet de la performance, ça veut dire que ce que vous nous dites c'est que dès qu'on a de la performance c'est du greenwashing? Non, pas forcément. Ce que je dis, c'est qu'aujourd'hui, il y a beaucoup de choses qui sont mêlées et qu'on peint en vert, même s'il y a très peu de vert. Par contre, ce que je peux dire... Ce que vous appeliez les 90-10, par exemple. D'accord. Par exemple. Mais si vous épargnez dans une banque éthique telle que la Nef, la rémunération de quelques centimes, c'est pas ça qui vous rendra riche. Mais aujourd'hui, avec l'inflation, de toute façon, c'est pas non plus avec votre livret A ou autre chose que ça vous rendra riche. Mais par contre, sur les dernières années, moi, j'ai vu quand même passer beaucoup de projets, verts ou moins verts, où on promettait des TRI très importants, alors même que l'inflation et les taux d'intérêt étaient quasiment à zéro. Et je dis que là, il y avait quelque chose qui ne fonctionne pas. Non, mais c'est intéressant, Alexandre Garel. Avoir de la performance sur un investissement, alors moi je dis durable ou à impact parce qu'effectivement il n'y a pas que vert, parce que vert ça sous-entend que c'est climatique ou environnement, mais c'est de la poudre aux yeux comme le dit Yvan Chaleil. Ça revient à la démarche. D'accord. Si vous arrivez à identifier un sous-ensemble d'entreprises qui sont les vainqueurs de l'adaptation à un monde en transition énergétique, si vous identifiez un sous-univers d'entreprises qui sont les porteurs des solutions pour réduire les émissions carbone, un portefeuille comme ça pourrait générer de l'alpha, pourrait à la fois cocher la case verte et générer une surperformance. Maintenant, si votre portefeuille vert vous rapporte exactement l'indice de marché, c'est sûrement qu'il est très très proche au niveau pondération de l'indice de marché. D'accord. Et c'est sûrement qu'il ne va pas y avoir une grande différence en termes de création de valeur extra-financière. Parce que ce n'est pas parce que vous prenez les meilleurs élèves de la classe dans votre portefeuille que vous allez transformer les mauvais élèves. C'est deux démarches tout à fait différentes. Donc j'en reviens à mon cheval de bataille qui est identifier le besoin de l'épargnant. Est-ce qu'il veut générer de la valeur extra-financière? Est-ce qu'il veut prendre moins de risques environnementaux ou sociaux? Est-ce qu'il veut essayer de faire de la surperformance? Voilà, ça dépend de son besoin, l'approche qu'il va adopter dans cet univers ISR. Alors justement, moi je trouve intéressant de parler également de comportement d'épargnants avec vous deux. Messieurs, on va commencer avec vous, Alexandre Garel. Vous avez publié plusieurs études sur le sujet. Il y en a une que je trouvais très intéressante, c'est que vous constatez que dans un environnement maussade, pas forcément économique, mais où en tout cas lorsque un épargnant est d'humeur, j'ai envie de dire, triste ou maussade, vous allez peut-être me reprendre sur le terme exact, on est plus enclin à investir dans de l'investissement responsable. Pourquoi? Qu'est-ce qui fait le lien entre les deux? Alors, je vais préciser le contexte. On regarde dans 25 pays différents. On se sert des taux de dépression saisonnière. En fonction des variations des saisons, il y a plus ou moins de dépression. Ça culmine en septembre. Il y a beaucoup moins de dépression en mars, par exemple. Et on lit ces variations saisonnières d'humeur moyenne dans la population au flux d'argent qui vont vers les fonds qui ont des très bonnes notes ESG par rapport aux fonds qui ont des très mauvaises notes ESG. Et on observe que quand l'humeur diminue, il y a plus d'argent qui va vers les fonds à très bonne note ESG. D'accord. C'est surprenant, puisque nous, on pensait un peu naïvement que c'est lorsque l'humeur moyenne s'améliore que les gens sont plus heureux et ont des comportements pro-sociaux et altruistes, et alors qu'ils vont commencer à penser aux bénéfices pour autrui, la communauté, l'environnement. Et comment on l'explique du coup? Nous, notre explication, elle se base sur l'aversion au risque, qui est quand même, encore une fois, l'industrie financière
voit énormément les sujets environnementaux et sociaux à travers le prisme du risque. Et aujourd'hui, des risques dominants, qu'on le veuille ou pas, ce sont des risques environnementaux et sociaux. Donc si vous investissez dans des fonds qui ont des fortes notes ESG, vous vous prémunissez de risques environnementaux et sociaux. Et donc, nous, notre interprétation... Et donc, il y a un biais psychologique de se dire, j'investis pour un lendemain meilleur, par exemple? Ah non, le biais psychologique est le suivant, c'est quand vous êtes Mossad, vous avez une vision pessimiste du futur, vous êtes plus averse au risque, et vous allez avoir tendance à choisir des produits financiers moins risqués. D'accord. Et il se trouve que dans un univers où le risque environnemental et social devient prédominant, les produits ISR peuvent paraître moins risqués. Il y a une autre étude que j'aimerais mentionner très rapidement où vous faites le constat que lorsqu'on est gérant de fonds, tant qu'on n'a pas expérimenté soi-même un impact, mettons, de la transition climatique, pour prendre cet exemple-là, on est moins enclin à faire évoluer ses investissements. Alors, on a fait une série d'études, une sur des dirigeants d'entreprises listées américaines et une autre sur des gérants de fonds américains. Et on constate que quand ils ont été exposés à des chaleurs fortement anormales pendant une période assez longue, on observe un changement de comportement. Ça peut être une plus forte réduction des émissions au niveau des entreprises ou ça peut être un plus grand soutien aux propositions environnementales pour les gérants de fonds. Et ça, ce n'est pas des trouvailles tellement étonnantes puisque c'est en lien avec une littérature sur le changement climatique qui montre que malheureusement, ce n'est pas en lisant le rapport du GIEC ou en recevant des informations diffuses sur l'état de la température globale dans le monde qu'on fait évoluer les comportements. Vivre dans sa chair le réchauffement climatique est un moteur puissant de changement des comportements. Yvan Chaleil, ça veut dire qu'il faut, assister au changement climatique pour faire de l'ISR? Il faut être vraiment dos au mur, mais dans sa chair pour que ça change. J'allais dire, nous, on a une petite chance dans ce petit milieu, mais qui fait peut-être que quelques centaines de milliers ou un million de personnes qui sont engagées, c'est-à-dire qu'ils n'ont pas attendu justement d'être les incendies de l'été ou des choses comme ça pour vouloir changer le monde ou pour penser en tout cas que le monde doit changer ou être en transition. Et c'est vrai que nous, c'est sur les 10 dernières années, le nombre d'épargnants a cru de façon très très importante parce que pour eux, la génération climat, le risque climatique ou ces choses-là, c'était déjà très important en 2010 sans avoir eu besoin d'avoir l'été. Et justement, depuis le début du mois de septembre, vous avez vu une évolution par rapport à ce que vous aviez avant ou En fait, encore une fois, on est sur une croissance qui est très forte depuis 6 ans et donc il n'y a pas eu spécialement... D'accord, il n'y a pas eu d'effet prise de conscience, par exemple, qu'on aurait pu imaginer. Oui. Pas spécialement, mais on pense que là, avec l'automne, ça va arriver parce qu'effectivement, comme le dit Alexandre... L'humeur va être maussade. Les messages se multiplient et l'humeur va être maussade. Et peut-être côté dirigeant, parce qu'on a évidemment plusieurs milliers de clients professionnels qui sont ceux qui font les crédits. Eux, c'est plutôt que l'humeur ou des choses comme ça, c'est vraiment l'envie d'avoir de la cohérence entre le projet qu'ils portent et l'argent. C'est-à-dire que quand je porte un projet d'énergie renouvelable, ça me pose un problème que je n'ai aucune idée d'où vient l'argent que j'emprunte et il a peut-être été dans une banque classique. D'accord, oui, je comprends. Oui, bien sûr. Un peu n'importe quoi. Voilà. Donc il y a vraiment cette recherche de cohérence et donc d'aller au bout. Et donc là, il y a moins de fluctuations liées à des saisons ou des choses comme ça. Et on finira là-dessus rapidement. Ouais. Ce propos. Les déterminants qu'on identifie, bien sûr, ils sont de second ordre par rapport aux valeurs morales des personnes, leurs préférences politiques. Bien sûr. Oui. Voilà, je veux dire, le fait, parfois, que ça peut donner une bonne image de soi aussi de faire ces investissements. Voilà, il y a plein de déterminants autres que faire l'expérience dans sa chair du réchauffement climatique. Et on finira là-dessus malheureusement parce qu'on pourrait en parler pendant des heures. Merci beaucoup en tout cas Alexandre Garel, chercheur en finance chez Audencia Business School. Merci également Yvan Chaleil, membre du directoire de la NEF, d'être venu sur le plateau de Smart Patrimoine. Merci à vous de nous avoir suivis et je vous donne rendez-vous demain à 13h sur Bismart pour un nouveau numéro de Smart Patrimoine.